Voici le dernier moment de Loïc Le Floch-Prige, l'homme qui, pendant des décennies, a régné sur l'un des plus puissants empires industriels de France, avant de sombrer dans l'un des scandales financiers les plus retentissants de l'histoire du pays. Le 16 juillet 2025, à l'âge avancé où la plupart aspirent au calme et à la rédemption, il s'est éteint. Mais derrière ce dernier souffle se cache une vie d'ascension fulgurante, de chutes vertigineuses et de secrets que peu osent encore murmurer. Avant de mourir, certains affirment qu'il aurait confié à des proches qu'il avait payé le prix de l'orgueil, sans jamais vraiment tout avouer. Car cet ingénieur brillant, devenu le visage d'Elf Aquitaine, symbole de la puissance pétrolière française, a vu sa carrière brisée par des affaires de corruption et de détournement de fonds qui ont ébranlé le sommet même de l'État. Dans les années 1990, son nom est partout, dans les journaux, au journal télévisé, dans les couloirs du pouvoir. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un dirigeant d'entreprise, c'est un feuilleton national, où la politique, la finance et les services secrets se croisent dans l'ombre. Mais ce que le public ignore souvent, c'est l'ampleur des réseaux, les alliances improbables et les inimitiés féroces qui ont précipité sa chute. On le décrit comme un stratège, un négociateur hors pair, mais aussi comme un homme intransigeant, voire brutal, dans un univers où les millions s'échangent comme de simples promesses. Un homme capable de faire plier un gouvernement étranger pour un contrat pétrolier, mais aussi de se mettre à dos ses propres alliés. Et puis, la tempête. Les accusations, les procès, les condamnations. De patron respecté, il devient symbole d'un capitalisme prédateur, d'une élite prête à tout pour préserver ses privilèges. Derrière la façade publique, la vie privée se délite. Famille éclatée, amitié brisée, réputation pulvérisée. Aujourd'hui, alors que son cercueil s'enfonce dans la terre, reste une question. Loïc Le Floch-Prige fut-il l'artisan de son propre désastre, ou la victime sacrificielle d'un système bien plus vaste? Ce récit ne se contentera pas de raconter sa vie, il vous plongera dans les coulisses d'un monde où l'argent, le pouvoir et la trahison s'en mêlent jusqu'au dernier souffle. Pour comprendre Loïc Le Floch-Prigent, il faut d'abord plonger dans la France industrielle et politique des années 1980 et 1990. Une époque où l'énergie est synonyme de puissance nationale, où les grandes entreprises publiques ne sont pas seulement des acteurs économiques, mais les bras armés de la diplomatie française. Elf Aquitaine, géant pétrolier national, n'est pas une simple société. C'est un État dans l'État, avec ses réseaux, ses secrets, ses missions discrètes et ses liens tissés au plus haut sommet du pouvoir. Dans ce décor, Loïc apparaît comme l'incarnation du technocrate à la française. Ingénieur formé dans les plus prestigieuses écoles, il n'est pas seulement un homme de chiffres et de machines. C'est un stratège qui comprend que dans le monde du pétrole, les contrats ne se signent pas seulement dans les bureaux feutrés, mais dans les salons diplomatiques, les dîners privés et parfois dans des lieux où l'argent liquide change de main loin des regards. Son style tranche avec celui de nombreux dirigeants. Direct, franc jusqu'à l'arrogance, sûr de lui au point de se faire des ennemis dans son propre camp. Pourtant, c'est précisément cette assurance qui le propulse au sommet. En 1989, il devient président-directeur général d'Elf Aquitaine. L'entreprise, à cette époque, n'est pas qu'une machine à profit, c'est aussi un instrument politique au service de la France-Afrique, ce réseau d'influence mêlant intérêts économiques et liens post-coloniaux. Sous sa direction, Elf s'impose comme un acteur incontournable en Afrique centrale, en mer du Nord et sur le marché mondial. Les milliards affluent, les contrats se multiplient et la France renforce sa présence énergétique. Mais derrière cette façade triomphale se cache une réalité moins reluisante. Les marchés se gagnent parfois au prix de commissions occultes, de cadeaux somptueux et de financements politiques déguisés. À l'époque, la frontière entre l'intérêt national et les affaires personnelles est floue. Les dirigeants de ces mastodontes industriels évoluent dans un monde clos, où la loyauté se paie cher et où la trahison se sanctionne plus durement encore. Elf Aquitaine n'échappe pas à cette règle. Au contraire, elle en est l'un des exemples les plus frappants. Loïc est au cœur de ce système. Certains le voient comme un visionnaire capable de défendre les intérêts de la France face aux géants anglo-saxons. D'autres y voient un homme de pouvoir prêt à utiliser tous les leviers, y compris les plus contestables, pour atteindre ses objectifs.
Les rumeurs circulent déjà, compte à l'étranger, enveloppe discrète, relations troubles avec certains dirigeants africains. Mais dans l'euphorie de l'époque, peu osent le défier ouvertement. Ce qui rend l'histoire fascinante, c'est que Loïc n'est pas un simple exécutant d'un système corrompu. Il en est aussi l'un des architectes. Sa capacité à naviguer entre politique, industrie et affaires personnelles lui assure une ascension rapide, mais prépare aussi le terrain de sa chute. Car dans un univers où tout repose sur la discrétion et l'entre-soi, il suffit d'une fissure pour que la digue cède. Le thème central de cette histoire est là, la frontière fragile entre le génie stratégique et la compromission morale. Loïc Le Floschprij incarne cette ambiguïté, héros de l'industrie nationale pour les uns, symbole d'une élite prédatrice pour les autres. Le scandale qui éclatera quelques années plus tard ne sera pas seulement l'affaire d'un homme, ce sera la mise à nu d'un système entier, avec ses complicités politiques, ses habitudes clandestines et ses secrets inavouables. En 1993, quand les premières investigations judiciaires s'ouvrent, c'est tout l'édifice qui commence à trembler. Et avec lui, l'image de cet ingénieur brillant, désormais prisonnier de ses propres réseaux. Les médias flairent l'odeur du sang. Le grand public, lui, découvre que derrière le sourire des PDG et les inaugurations officielles se cachent des histoires de valises de billets, de comptes cachés et de pactes tacites. C'est dans cette atmosphère de tension, entre gloire industrielle et soupçons grandissants, que s'écrit la suite de notre récit. Une suite où les intrigues internes, les trahisons et les coups bas ne sont plus l'exception, mais la règle. Au début, tout semble promis à l'ascension sans fin. Né en Bretagne, façonné par la rigueur des études d'ingénieur, Loïc Le Floschprij ne tarde pas à faire parler de lui dans les cercles de l'industrie française. Ce n'est pas seulement un technicien, c'est un homme qui sait lire les rapports financiers comme d'autres lisent une carte au trésor. Très vite, il comprend que dans l'univers impitoyable de l'énergie, la technique ne suffit pas. Il faut maîtriser l'art de la négociation, celui de tisser des alliances et parfois celui d'intimider. Dans les années 1980, il gravit les échelons à une vitesse fulgurante. De poste de direction dans l'industrie à la présidence de grandes entreprises publiques, il bâtit sa réputation d'homme de poigne. En 1989, il prend les commandes d'Elf Aquitaine, joyau pétrolier de la France. Pour lui, c'est plus qu'un poste, c'est un trône. Le pouvoir, l'influence, les réseaux, tout est désormais à portée de main. Sous son règne, Elf conclut des contrats pharaoniques. En Afrique, en Asie, en Europe, les champs pétroliers se multiplient. Des milliards circulent. Les résultats financiers impressionnent, renforçant l'image d'un capitaine d'industrie visionnaire. À Paris, dans les salons du pouvoir, il est reçu comme un partenaire stratégique de l'État. Dans les chancelleries étrangères, on le redoute autant qu'on le respecte. Mais, dans l'ombre, les méthodes d'Elf font grincer des dents. Les marchés publics se négocient parfois dans des conditions troubles. Commissions occultes, rétrocommissions, cadeaux de luxe. Ce n'est pas un secret dans le milieu, c'est la règle du jeu, diront certains. Et Loïc, en stratège pragmatique, ne semble pas s'en offusquer. Bien au contraire, il sait que pour remporter un contrat dans un pays pétrolier, il faut parfois huiler plus que les machines. L'événement déclencheur survient au début des années 1990. Une enquête préliminaire sur des malversations financières commence à remonter la piste des flux d'argent. Des noms apparaissent. Le sien aussi. Les rumeurs se font insistantes. Comptes à l'étranger, fonds occultes, financement politique illégal. Mais Loïc nie. Il parle d'attaques politiques, de jalousie, d'une chasse aux sorcières orchestrée par ses adversaires. Cependant, l'édifice se fissure. En 1993, il quitte la présidence d'Elf dans un climat lourd de suspicion. Certains pensent qu'il s'agit d'un départ négocié, une manière de le protéger des foudres judiciaires. D'autres murmurent qu'il a été sacrifié pour sauver d'autres têtes plus puissantes encore. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est que le scandale Elf va bientôt exploser au grand jour et devenir l'une des plus grandes affaires politico-financières de l'aveu République. Les médias flairent le scandale et se jettent dessus avec gourmandise. Les unes s'enchaînent. Corruption à Elf, la République éclaboussée, Loïc Le Floschprij dans la tourmente. Les révélations sont de plus en plus salaces. Voyages somptueux, valises de billets, fortune dissimulée. La presse internationale s'en mêle
et Elf devient synonyme de corruption au plus haut niveau. Loïc est convoqué par la justice. Les auditions sont tendues. Les juges l'assaillent de questions. Il se défend pied à pied, parfois avec ironie, souvent avec fermeté. Mais les preuves s'accumulent. En 1996, il est inculpé, puis condamné. De figure du capitalisme français, il devient l'un des visages honnis de la corruption politico-industrielle. La chute est brutale. Les honneurs s'évaporent, les alliances se défont, les amis se font rares. Lui qui avait côtoyé président et chef d'État se retrouve derrière les barreaux. Pour certains, c'est la justice qui triomphe. Pour d'autres, c'est le procès d'un système entier qui s'écrit à travers un seul homme. Et pourtant, même dans la disgrâce, Loïc conserve une forme de fierté. Il ne plaide pas coupable sans nuance. Il admet des pratiques inhérentes au monde pétrolier international, mais refuse de porter seul le poids d'un système où tout le monde savait et profitait. À demi-mot, il laisse entendre que sa condamnation est aussi une manière d'enterrer des secrets plus embarrassants pour d'autres. Le rideau tombe sur sa carrière, mais pas sur le mystère. Derrière la faillite morale et judiciaire reste la question lancinante. Loïc le Floschy-Prigent a-t-il chuté pour ses propres fautes ou parce qu'il savait trop? Rappelez-y-vous ce que vous avez vécu à cette époque. La France découvre, incrédule, l'ampleur du scandale. Dans les journaux télévisés, les visages graves des présentateurs annoncent des chiffres vertigineux, des centaines de millions de francs envolés, détournés, dissimulés. L'affaire Elf, jusque-là réservée aux initiés, éclate au grand jour et devient le feuilleton politico-judiciaire que tout le monde suit. Les auditions judiciaires dévoilent une mécanique huilée depuis des années. Commissions occultes pour obtenir des contrats, rétrocommissions pour financer des partis politiques, comptes offshore à Monaco, à Genève, à Vaduz. Les carnets secrets sortent de l'ombre. Les transferts bancaires se révèlent comme des cicatrices sur un corps malade. Et au centre de ce réseau complexe, Loïc le Floschy-Prigent, l'ex-patron charismatique d'Elf Aquitaine. Les témoins se succèdent à la barre. Certains anciens collaborateurs parlent de pratiques courantes dans le pétrole international. D'autres brisent l'omerta. Rien ne se décidait sans l'aval de Loïc. Lâche un ancien cadre, la voix tremblante. Tout le monde savait, mais personne ne voulait voir, ajoute un autre. Ah mais, dans les couloirs du tribunal, les journalistes s'arrachent la moindre phrase, le moindre geste. Les caméras traquent Loïc, imperturbable en apparence, mais dont le regard parfois se perd dans le vide, comme s'il revivait les coulisses d'un empire déchu. Les révélations ne s'arrêtent pas aux chiffres. On parle de cadeaux somptueux offerts à des dignitaires étrangers, villas en bord de mer, bijoux, voitures de luxe. Des voyages privés réglés par la compagnie, des enveloppes distribuées discrètement dans des hôtels 5 étoiles. Des négociations secrètes menées en pleine nuit, dans des suites feutrées où champagne et contrats circulaient de main en main. Mais le scandale prend une dimension politique, quand il apparaît que certains fonds occultes ont servi à financer des campagnes électorales en France. Les noms de figures politiques émergent, parfois cités à demi-mot, parfois clairement. C'est alors que l'affaire Elf cesse d'être celle d'une entreprise pour devenir celle de la République tout entière. La presse internationale s'empare de l'histoire. The New York Times parle de l'un des plus grands scandales financiers de l'Europe contemporaine. Der Spiegel décrit un système mafieux au sommet de l'État français. Dans les cafés parisiens, on discute à voix basse. Ils vont tous tomber, ou alors c'est lui qui paiera pour tous. Loïc, lui, garde une ligne de défense subtile. Il admet certaines pratiques, mais les replace dans un contexte international où tous les grands groupes faisaient pareil. Il accuse implicitement l'hypocrisie de ceux qui le condamnent aujourd'hui tout en ayant bénéficié hier de ses réseaux et de ses succès. « Je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas le seul pécheur », lâche-œil un jour à un journaliste, dans un entretien qui fera la une. Dans les coulisses, ses proches racontent un homme blessé mais lucide. Il sait que le verdict est inéluctable, que le système cherche un visage à montrer, un nom à clouer au pilori. Il sait aussi que parler trop pourrait déclencher un séisme politique dont la France se souviendrait. Alors il choisit ses mots, joue avec le silence, laisse planer le doute. Le public, partagé, réagit avec passion. Pour beaucoup, il est l'archétype du patron corrompu, cynique, symbole d'une élite arrogante. Pour d'autres,
Il est le bouc émissaire d'un système hypocrite, puni pour avoir incarné trop visiblement ce que d'autres pratiquaient dans l'ombre. Quand tombe la sentence, prison ferme, lourde amende, les caméras immortalisent l'instant. Loïc marche droit, impassible, entouré de gendarmes. Dans les yeux de certains, il y a de la colère. Dans ceux d'autres, une étrange forme de respect, car il ne s'est jamais effondré publiquement, même au cœur de la tempête. Les années passent, mais l'affaire Elf reste gravée dans la mémoire collective. On en parle encore dans les écoles de journalisme, dans les amphis de droit, dans les dîners politiques. Et à chaque fois revient cette image, celle d'un homme qui a touché le sommet et qui a chuté dans un fracas qui a ébranlé toute une époque. Notre chaîne n'a pas pour mission de juger, mais d'observer, d'analyser et parfois de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et dans le cas de Loïc Le Floch-Prigent, une vérité dérangeante s'impose. L'homme était à la fois le produit et le prisonnier d'un système qu'il a servi avec zèle. D'un côté, il y a l'ingénieur visionnaire, stratège industriel, capable de signer des contrats que d'autres croyaient impossibles. Un homme qui, pendant un temps, a permis à la France de tenir tête aux mastodontes pétroliers américains et britanniques. Cet aspect qu'il a, on l'oublie souvent, emporté par le tumulte des scandales. De l'autre côté, il y a l'architecte d'un réseau tentaculaire où se mêlent intérêt économique, diplomatie occulte et financement politique. Un réseau qui, aux yeux de certains, n'était pas de la corruption, mais la manière normale de faire des affaires. Sauf qu'au moment où le vent a tourné, ce qui était toléré hier est devenu condamnable aujourd'hui. Notre lecture est simple. Loïc n'était ni un ange ni un démon. Il jouait un jeu où les règles étaient implicites et où la victoire se mesurait en influence autant qu'en chiffre d'affaires. La différence, c'est que lorsque le scandale a éclaté, il était trop visible, trop connu, trop lié au succès et donc aux excès d'Elf Aquitaine pour espérer passer entre les gouttes. Il faut aussi comprendre la mécanique médiatique. L'affaire Elf a éclaté dans une France en pleine mutation. Crise économique, montée de la défiance envers les élites, besoin d'exemples coupables pour apaiser la colère populaire. Dans ce contexte, Loïc Le Floch-Prigent était la proie idéale. Un PDG charismatique, sûr de lui, qui incarnait tout ce que le public voulait voir puni. Il est intéressant de noter que, jusqu'à sa mort, il n'a jamais livré toutes les clés du mystère. Était-il par loyauté, par peur ou par calcul? Impossible à dire. Mais cette part de silence est précisément ce qui entretient le mythe, celui d'un homme qui savait beaucoup plus qu'il ne l'a dit et qui a préféré emporter certaines vérités dans la tombe. À nos yeux, Loïc Le Floch-Prigent n'est pas seulement une figure déchue de l'industrie française. C'est aussi un symbole, celui d'une époque révolue où les grands patrons étaient aussi des diplomates, des stratèges et parfois des joueurs dangereux sur l'échiquier mondial. Un symbole qui fascine autant qu'il dérange. Et vous, comment le voyez-vous? Comme un prédateur sans scrupules qui a eu ce qu'il méritait, comme un homme système sacrifié sur l'autel d'une justice sélective, ou comme un mélange complexe des deux? Il y a des histoires qui ne se terminent jamais vraiment. Elles se dissolvent dans le temps, mais laissent derrière elles une empreinte tenace, un parfum d'inachevé. L'histoire de Loïc Le Floch-Prigent est de celles-là. En ce 16 juillet 2025, alors que la Bretagne pleure l'un de ses fils les plus illustres et les plus controversés, un étrange sentiment traverse ceux qui l'ont connu, admiré ou détesté. Certains se souviennent de l'homme de terrain, capable de parler d'ingénierie avec la même passion que de géopolitique. D'autres revivent la tempête médiatique, les unes de journaux, les procès. Et au-delà des scandales, quelques-uns gardent en mémoire les soirées feutrées où l'on refaisait le monde autour d'un verre, où Loïc lançait une phrase qui résonnait comme une prophétie. Le pétrole, c'est le sang invisible des nations. Il n'aura jamais cessé de croire qu'il servait la France autant qu'il se servait lui-même. Peut-être est-ce là le cœur du paradoxe, cet entrelac d'idéalisme et d'ambition, de patriotisme et d'intérêt personnel, qui fait des hommes comme lui des figures à la fois admirées et honnies. Sa mort referme un chapitre, mais elle ne ferme pas le livre, car ce qu'il incarne dépasse sa propre personne. C'est toute une époque qui s'éteint avec lui, celle des grands patrons diplomates, maîtres des contrats secrets et des réseaux discrets, capables de changer le cours d'une négociation internationale par un simple coup de fil. Dans les archives, son nom restera associé au scandale Elf,
aux procès retentissants, aux secrets jamais entièrement dévoilés. Mais pour ceux qui regardent au-delà des titres, il restera aussi l'image d'un joueur hors pair qui a connu les sommets vertigineux et les abîmes les plus sombres. Peut-être qu'un jour, quelqu'un racontera toute l'histoire, sans phare. Peut-être que certains secrets sortiront enfin de l'ombre. Ou peut-être que, comme tant d'autres, ils se dissoudront à jamais dans le silence. Ce qui est certain, c'est qu'à présent, vous connaissez l'essentiel. Et que, derrière le nom de Loïc le Floch-Prigent, il y a bien plus qu'un scandale. Il y a le récit d'une vie où l'ombre et la lumière se sont affrontées jusqu'au dernier souffle.